À la une, le rapatriement volontaire les jours à venir d'environ 600 Ivoiriens résidant en Angola et au Gabon. C'est l'une des mesures annoncées ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Il a été aussi question d'actions de décrispation politique et du nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Ce soir, nous mettons en lumière les inventions de 3 jeunes qui ont brillé lors du Forum international Afrique Développement au Maroc. Le riz malo pour lutter contre la malnutrition, le four Practi, un réchaud écologique et une tablette médicale capable de sauver plusieurs milliers de vies. À l'étranger, la coalition de l'opposition nigérienne, la COPA 2016, soutenant l'opposant Hama Amadou, a annoncé hier à Niamey la suspension de sa participation au processus électoral, alors que le second tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 20 mars prochain. Et puis, on poursuit à l'étranger toujours avec, ici en Côte d'Ivoire plutôt avec le Massa, la découverte du plus jeune talent de cette édition du Massa 2016. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. 70 détenus mis en liberté provisoire. 4 personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo verront leur compte dégelé. Voilà quelques mesures annoncées ce mercredi au palais présidentiel à l'issue du Conseil des ministres. Les actions qui devraient aider à décrisper l'environnement socio-politique. D'autres questions diverses ont également été évoquées. Le rapatriement les jours à venir de 170 Ivoiriens résidant en Angola et 454 autres vivant au Gabon. Il a été aussi question du bilan du secteur minier et du nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Le point complet de Jérôme Kofi Abolin. Le Grand Abidjan ou encore le nouveau schéma d'urbanisation des 13 communes de la capitale économique de la Côte d'Ivoire ainsi que des villes environnantes. Schéma s'inscrivant dans un programme de planification urbaine et de transport qui tient à cœur aux autorités ivoiriennes. En parlant ce mercredi en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara, entendent tout mettre en œuvre en vue de la gestion des ressources en matière d'urbanisme. Ce nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan prend en compte les 13 communes du district autonome d'Abidjan, ainsi que les 6 villes environnantes, à savoir Dabou, Jacquesville, Grand-Bassam, Bonois, Alépé, Azaguié. Ce nouveau schéma actualise, modernise les schémas directeurs d'urbanisme précédents en vue de corriger les dysfonctionnements enregistrés et prend en compte le fort développement de la population que la ville d'Abidjan a connu depuis une dizaine d'années à peu près. Ce schéma directeur définit un plan de développement du Grand Abidjan à l'horizon 2030 dans une perspective de développement durable, en harmonie avec les documents de référence nationale en matière d'aménagement et en matière de développement du territoire. Il comporte 2 axes majeurs, à savoir la planification urbaine et la planification du transport à Abidjan. Cet instrument de planification révisé, modernisé, permettra au gouvernement de gérer mieux les ressources disponibles, de renforcer la politique en matière d'urbanisme, de construction et de transport. On a aussi fait cas, au cours de ce conseil, de la situation difficile que vivent des ressortissants ivoiriens au nombre d'environ 600 au Gabon et en Angola. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, l'État, pour faire face à cette préoccupation, a décidé de procéder au rapatriement de ces Ivoiriens en difficulté à l'étranger. 170 ressortissants ivoiriens vivant en Angola et 454 vivant au Gabon sont malheureusement en situation de détresse et d'extrême précarité et ont manifesté le désir auprès de nos représentations diplomatiques dans ces pays de revenir en Côte d'Ivoire. Le Conseil a donc instruit le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions pour le rapatriement de ses compatriotes dans les meilleurs délais. Cela se fera par des vols spéciaux, donc affrétés par le gouvernement, qui vont permettre dans les prochains jours de ramener à Abidjan nos compatriotes. Un seul point en divers lors de ce Conseil des ministres, il s'agit de la liste de 300 personnes présentées par le FPI dans le cadre des échanges entre les partis politiques et le pouvoir, comme des détenus en liaison avec la crise post-électorale. Sur la question, le gouvernement, à travers son porte-parole, a tenu à faire un éclairage pour mettre tout le monde au même niveau d'information. L'examen de cette liste fait ressortir, premièrement, que 15 personnes ne font pas l'objet de détention parce que déjà mises en liberté provisoire ou qu'elles n'ont jamais été détenues.
17 personnes sont inconnues des fichiers des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice reconnaît détenir dans ces établissements pénitentiaires 268 personnes, dont 206 en cabinet d'instruction, 29 en instance de jugement et 33 déjà condamnées. Il convient de préciser que les 206 personnes détenues devant les cabinets d'instruction ne sont pas liées à la crise post-électorale, mais qu'elles sont détenues pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État ou de troubles à l'ordre public. Sur les 206 personnes détenues, donc dans les cabinets d'instruction, le ministère public a décidé de la mise en liberté provisoire de 70 d'entre elles, dont la détention n'est plus nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction. Donc cette liste de 70 personnes sera communiquée dans les prochains jours par le ministère en charge de la justice. En terminant, le porte-parole du gouvernement a donné quelques informations pour ce qui est du dégel des comptes de certaines personnalités fait dans un souci d'apaisement. Selon Bruno Nabagné-Koné, les comptes de Koudou Jeannette, Nguessan Arnaud Gilbert, Até Philippe et Sansan Kouao sont désormais l'objet de dégel total. Quant aux comptes de Marcel Gossio, ils connaissent un dégel partiel. Le chef du gouvernement a reçu hier matin une délégation de la CEDEAO sur la table des échanges, le mécanisme d'alerte précoce et de réponse entre les pays membres de la CEDEAO, une mesure sécuritaire pour prévenir les conflits dans l'espace. Autre entretien, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation du groupe ExxonMobil. La compagnie pétrolière américaine est venue annoncer l'ouverture officielle d'un bureau en Côte d'Ivoire, le point de Sidonie Davila. Les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soutiennent vivement la conception et la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réponse plus efficace dans la zone CEDEAO. Une mesure de prévention des conflits qui va consister à mettre un dispositif en place pour faire la collecte et la dissémination de l'information en vue de la protection des populations, et ce à tous les niveaux. Ce mardi, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le Dr Abdoulat Gueye, directeur de l'alerte précoce, a longuement expliqué le contenu du projet. Le cadre général, c'est bien sûr la lutte contre ce terrorisme. Nous sommes en train de discuter avec les autorités par rapport à la mise en place d'un centre qui aura pour mandat d'impulser, de coordonner et de faire le suivi du mécanisme de réponse. Alors, on a eu des discussions très fructueuses avec son Excellence le Premier ministre, son Excellence, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intégration. Nous sommes tombés d'accord sur les modalités parce que dans ce projet, il y a un support du gouvernement américain qui va couvrir une période de 5 ans et qui permettra d'équiper ces centres qui seront donc sous peu mis en place. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est avec le président d'ExxonMobil Exploration Company que le chef du gouvernement s'entretenait sur les activités d'exploration offshore dans le pays. Ce 8 mars a vu s'ouvrir un bureau régional du groupe à Abidjan en présence de son président Steve Grunley. Ce bureau que nous avons ouvert aujourd'hui constituera une importante rampe de lancement pour le programme d'exploration des sociétés affiliées d'ExxonMobil en Côte d'Ivoire. Nous avons hâte de voir ces sociétés affiliées la même expertise technologique que nous appliquons à nos projets à travers le monde. Nous apprécions le soutien dont nous avons bénéficié de la part du président Ouattara et de son gouvernement. Il faut rappeler que des accords pour l'exploration de 2 blocs offshore avaient été signés en décembre 2014 entre le groupe ExxonMobil et des sociétés affiliées en Côte d'Ivoire. Celles-ci continuent à ce jour d'évaluer le potentiel pour le forage de leur premier puits d'exploration dans le pays. La Fondation Servir a procédé ce mercredi à la dédicace de son livre blanc du Rhin, un document de 200 pages qui fait l'état des lieux de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire et qui permet la prévention de la maladie à travers la sensibilisation de la population. À l'occasion, une annonce importante a été faite. Un mois de soins sera offert aux dialysés des établissements sanitaires publics du pays. Ce sera au cours de la journée mondiale de la maladie du rein, célébrée demain, 10 mars. Kader Ouattara, Michel Digré.
La maladie de l'insuffisance rénale. Sa simple évocation suscite auprès des malades désespoir et amertume. Pour apporter de l'espoir et surtout des soins aux patients, la Fondation Servir a fait de la lutte contre cette maladie sa priorité. Présidée par Henriette Conan-Bédier, cette structure a, en plus des actions menées sur le terrain, publié un livre blanc qui fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Nous avons jugé utile de faire un livre blanc pour pouvoir sensibiliser toute la population. Il faut aller régulièrement faire une prise de sang. C'est surtout demander la créatinine. C'est par là qu'on découvre si on a une insuffisance rénale ou pas. Ce livre, comme tout livre blanc, fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire, comment on contacte la maladie et comment elle est traitée. L'insuffisance rénale peut être évitée à partir de la sensibilisation. Et même que s'il est détecté très tôt, il peut être guéri. Dans ce livre de 200 pages, subdivisé en 2 parties, les actions de la Fondation Servir en faveur des malades sont également illustrées en images. L'insuffisance rénale, c'est une maladie où les gens ont besoin de conseils. Vu tout ce qu'elle fait pour nous, alors vraiment, nous lui disons merci. Dans cette dynamique de compassion, un centre international d'hémodialyse et de greffe rénale d'un coût total de plus de 5 milliards de francs CFA est en phase de construction à Atekoubé. Aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie du rein célébrée le 10 mars, la Fondation Servir offre un mois de dialyse aux malades de tous les établissements sanitaires publics de Côte d'Ivoire. La Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien a envoyé en mission plusieurs délégations à l'intérieur du pays, une tournée pour recueillir des informations et des avis auprès des populations concernant l'entretien du réseau routier national. La délégation conduite par le député Fay Sandé vient de clore les étapes de Yamoussoukro et de Bouaké, le témoignage de Charles Tatou. La question de l'entretien routier préoccupe l'Assemblée nationale. Comme on le constate, le réseau routier ivoirien connaît une dégradation et la situation prend de l'ampleur avec la présence des nids de poules. De même, ces voies bitumées n'ont plus de panneaux de signalisation du fait des accidents d'auto et de la négligence des structures en charge de les réhabiliter. La Commission des affaires économiques et sociales de l'Assemblée nationale a pris donc en main la démarche de recherche de solutions contributives au règlement de cette question d'intérêt national. Des délégations lancées sur le terrain tournent en ce moment à l'intérieur du pays. La délégation conduite par le député Fay Sandé a déjà fait les étapes de Yamoussoukro et de Bouaké. Notre mission se situe dans le cadre des actions de l'Assemblée nationale, notamment dans le volet contrôle de l'action gouvernementale. La population a apprécié quand même le fait que la voie Yamoussoukro-Bouaké a été réhabilitée. Néanmoins, il y a des éléments à corriger, notamment le problème de signalisation, notamment la crainte de la population que les travaux effectués ne résistent pas au temps. Donc leur souhait serait qu'il y ait effectivement une réhabilitation de cette voie de Yamoussoukro à Bouaké. Après Bouaké, les parlementaires poursuivent leur périple à Katiola et Niakara. Dans l'actualité judiciaire, la suite du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Ce mercredi, le 5e témoin de l'accusation a été auditionné. Sam Jichi Mohamed, connu sous le pseudonyme de Sam l'Africain, est à son 3e jour d'audition. La reprise de l'audience est prévue pour demain jeudi avec le contre-interrogatoire du témoin par les avocats des accusés. Je vous le disais en titre, ce soir, nous mettons en lumière les inventions de 3 jeunes qui ont brillé lors du Forum international Afrique Développement au Maroc. L'un est l'inventeur du riz malo qui vise à lutter contre la malnutrition. Le second a créé le four Practi, un réchaud écologique pour préserver les forêts d'Afrique. Et le 3e, pour sa part, milite pour la préservation de la santé des plus démunis à travers une tablette médicale capable de sauver des vies de milliers de personnes. De retour du Maroc, le reportage de notre envoyé spécial, Justine Saïdjike. Ils sont africains, ils ont du génie, leur génie profite à toute l'Afrique et au-delà.
Arthur Zhang est un jeune Camerounais, ingénieur de conception en informatique et chercheur en génie biomédical. Il a inventé la première tablette médicale capable de sauver des vies par millions, conçue en Afrique et appelée Cardiopad. C'est un appareil médical permettant de réaliser un examen cardiaque appelé électrocardiogramme 12 pistes. Donc ça permet d'enregistrer les données cardiaques complètes d'un patient afin de poser un diagnostic. Donc la particularité de l'appareil, c'est qu'il a été conçu afin de pallier le manque de cardiologues dans les pays pauvres et dans les pays en voie de développement. Moussine Serrar est de nationalité marocaine. Il est ingénieur mécanique. Il a inventé un réchaud écologique pour préserver les forêts d'Afrique et la santé des plus démunis. On met le combustible ici comme un foyer traditionnel, on l'allume comme un foyer traditionnel, on met sa marmite et on l'utilise directement. Il est facile à utiliser. Mais le foyer il est tellement efficace qu'on n'a plus besoin d'utiliser les gros morceaux de bois. Mohamed Alinyang est malien, producteur de riz enrichi. Sa trouvaille, le riz malo, enrichi en micronutriments pour lutter contre la malnutrition et surtout l'anémie. Super Malo a l'aspiration d'être le riz le plus nutritif d'Afrique. Donc, la fortification qu'on applique à ce riz est une fortification en fer, en zinc, en acide folique et en thiamine. Auréolés de nombreux prix et distinctions sur le plan international, ces trois inventeurs ont exposé leur savoir-faire pour inspirer plus d'un et pour montrer que l'Afrique a du génie. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va accueillir au mois de septembre prochain la deuxième édition de la conférence internationale sur le thon en Afrique. L'annonce a été faite au cours du Salon international de Paris. Hugues Blais était l'un de nos envoyés spéciaux, porte de Versailles. C'est désormais un acquis. La conférence sur le thon en Afrique retrouve les bords de la lagune ébriée. Abidjan, après avoir abrité la toute première édition en 2014, va recevoir la deuxième. Tout a été finalisé au Salon international de l'agriculture au cours de la rencontre qu'a eue le ministre des Ressources animales et halieutiques avec des représentants de l'industrie thonière internationale. La conférence sur le thon en Afrique a réuni les principaux acteurs et les parties prenantes de l'industrie thonière. Elle permet de débattre des questions liées à la transformation du thon, à la pêche, au commerce et à des décisions politiques. Nous devons gérer ensemble les stocks de thon de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Donc il est très important que régulièrement les opérateurs se rencontrent. Nous nous sommes entendus pour que ce soit entre le 5 et le 8 septembre pour parler des quotas ainsi que tout ce qui peut permettre à nos pays d'assurer une gestion durable des pêches. À cette rencontre était également présent le ministre guinéen de l'élevage qui ne manque pas de se féliciter des bonnes relations qui existent avec la Côte d'Ivoire. Nous comptons renforcer notre coopération, notre collaboration dans le secteur de l'élevage. C'est un pays qui est très dynamique dans ce secteur-là, et notamment dans la filière avicole. Nous en faisons également une priorité. Pas moins de 3 membres du gouvernement ivoirien étaient présents au Salon international de l'agriculture à Paris, le dernier à s'y rendre étant le ministre Ala Kouadio Rémy. L'un des enjeux majeurs, la lutte contre les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Et cet objectif de sécurité alimentaire se double de l'impératif de produire de manière à respecter l'environnement, mais également aussi à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Il était important que nous puissions être là pour nous instruire et nous inspirer de ce qui se fait de mieux. Le Salon international de l'agriculture à Paris referme ses portes après 9 jours. En image, on parle maintenant religion. Un séminaire bilan consacré au Hajj 2015 est ouvert aujourd'hui ici à Abidjan. Organisé par la direction des cultes, il est question pendant 48 heures de faire le bilan de l'édition 2015 et d'en établir une analyse. Ce sera aussi l'occasion pour les acteurs de relever les points de défaillance du Hajj passés en vue aussi afin d'y proposer d'éventuelles mesures correctives. Dans l'actualité à l'étranger, à moins de 10 jours du second tour de la présidentielle, c'est un coup de théâtre qui a lieu au Niger. L'opposition a annoncé hier son retrait du processus électoral en cours.
Elle dénonce un coup de force du président Issoufou pour se maintenir au pouvoir, alors que le second candidat, Ama Amadou, est toujours détenu en prison pour une affaire controversée de trafic d'enfants, l'éclairage de Salimatou Dia et Sylvie Touré. C'est un coup de massue dans le processus électoral au Niger. L'opposition politique annonce son retrait du processus. Elle ne compte pas prendre part au second tour prévu pour le 20 mars prochain. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. La COPA 2016 reproche au pouvoir d'avoir écourté la durée de la campagne du second tour de 21 à 10 jours et de détenir arbitrairement leur candidat Ama Amadou. La COPA 2016 met également en garde. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Le pouvoir soutient de son côté que le scrutin aura bel et bien lieu à la date indiquée. Le président sortant Issoufou avait obtenu lors du premier tour 48,43% des suffrages suivis de Ama Amadou avec 17,73% des voix. Emprisonné depuis le 14 novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants, Ama Amadou est soutenu par la COPA 2016, la coalition pour l'alternance politique au Niger. En bref, au Nigeria, le bilan des victimes de l'effondrement d'un immeuble en construction dans un quartier résidentiel de Lagos est monté à 22 morts aujourd'hui avec la poursuite des recherches. C'est à présent l'heure des échos du Massa. L'actualité culturelle toujours marquée par le Massa. Au nombre des virtuoses des arts du spectacle présents à ce marché, il y en a un qui a attiré l'attention de l'une de nos équipes. Il s'appelle Bala Moussa, il est guinéen et a 8 ans. C'est d'ailleurs le plus jeune artiste sélectionné pour le marché. Ce mercredi, il doit se produire sur l'une des scènes du Palais de la Culture. Mais avant, il s'est ouvert à nous, découverte du plus jeune talent de la 9e édition du Massa. C'est avec Guillaume Xéré et Abou Sanogo. Il n'a que 8 ans. Dans cette foule de festivaliers, Bala Moussa Oularé, trop petit par sa taille, est un anonyme parmi tant d'autres. Pourtant, le gosse venu de la Guinée est l'une des grosses affiches de cette 9e édition du Massa. Il a fait 2 jours, 2 fois le plein du jardin 2 octobre de Conakry, plus de 50 000 tickets vendus. Ben ça, chaque année, il fait des spectacles énormes. Chaque année, il rafle des trophées. Chaque année, il a au moins plus de 3 trophées qu'il remporte. Coupé décalé, R&B, Mamaya, Afrobeat, cet élève en classe de CE2 s'est touché à tous les rythmes. Et devant le public qui est venu le voir ce mercredi, il a assuré. Bala Moussa Oularé est déjà un modèle pour sa génération. N'empêche, dans son ambition, il implique toutes les générations. Tout récemment, il a fait featuring avec l'orchestre légendaire de la Guinée. Je ne sais pas si vous avez connu le Bembea Jazz National. Voilà, effectivement, donc il a fait featuring avec ses grands-pères. À 8 ans, Bala Moussa Oularé, véritable soulevé de foule chez lui en Guinée, est le plus jeune talent de ce marché des arts du spectacle africain. Ici, ce mercredi, il a tenté de donner une autre allure à sa carrière. Il y a donc des jeunes talents au Massa, mais il y a également un jeune public qui s'intéresse de plus en plus à la culture. Un coup d'œil de Serge Coléa. Les valeurs culturelles, le goût et la passion pour les arts doivent être inculqués dès le bas âge. Le commissariat général du Massa l'a si bien compris qu'il dédie une tribune spéciale aux plus jeunes. Le Massa jeune public de ce mercredi 9 mars à la salle Anoumambo du Palais de la Culture Bernard Dadier a réuni plus de 4000 élèves. C'est un plaisir d'être ici. La musique, les artistes. Le Massa permet de promouvoir la culture africaine.
De la classe maternelle au lycée, les gamins sont venus découvrir de plus près l'activité artistique dans toutes ses dimensions scéniques. De quoi leur permettre de se forger une âme d'artiste plus tard. J'aimerais que la prochaine fois, on nous invite à participer au lieu d'assister au Massa, parce que parmi nous, il y a des personnes qui ont des talents qui peuvent valoriser aussi la culture. Encouragé par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ce public jeune s'est laissé entraîner par la cadence des rythmes, des pas et des mouvements des différents groupes en prestation. Quand vous regardez un peu dans le milieu de l'art et de la culture, vous retrouvez beaucoup de cadres dans ce domaine qui, effectivement, ont été révélés depuis l'école. Donc, c'est ce que nous voulons perpétuer. Nous voulons permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des hommes et des femmes de plus en plus pétris dans le domaine de l'art et de la culture. Plus de 3 heures de spectacle suivis avec beaucoup d'intérêt. Comme en 2014, le Massa Jeune Public a laissé de bons souvenirs aux spectateurs venus des lycées, collèges et écoles du district d'Abidjan. À ce Massa, chaque artiste a ses motivations. Maka Koumani, lui, veut restaurer la dignité africaine, un sujet de Guillaume Zéré et Abou Sanogo. Décor sobre, chants et danses au rythme des tambours et des grêlons. Une dizaine d'acteurs lancés dans une comédie musicale pendant près d'1 heure. Depuis la scène du centre d'action culturelle d'Abobo, Maka Koumani veut faire entendre sa voix, la voix d'une troupe théâtrale engagée pour la réhabilitation de l'Afrique. Souvenir d'Herbiurni, une pièce qui parle de l'Afrique, de l'Antiquité à nos jours. C'est 3 âges. Est-ce que l'Afrique a changé? Il faut se souvenir pour construire le présent, se souvenir pour préparer l'avenir. Voilà une pièce, parce que l'Afrique est confrontée à beaucoup de problèmes. Mais il faut que nous regardions en face ces problèmes-là, pour soigner ces plaies-là. Se poser en défenseur de l'Afrique, mais pas que. Cette troupe créée en 1979 espère dans le secret tirer grand profit du festival de cette 9e édition du marché des arts du spectacle africain. Tout le monde va au marché se faire acheter. Donc si vous envoyez un poulet mort, ou bien pour les malades, ils ne vont pas l'acheter. Donc je pense qu'ils sont venus avec des arguments. Mais en attendant, le public lui ne boude pas son plaisir. Souvenir des Burni, première représentation. C'était hier mardi 8 mars. Pour sa 2e et dernière sortie, Maka Koumani nous donne rendez-vous le mardi 11 mars sur la scène de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Avant-hier mardi, c'était également le lieu de découvrir la nuit du Massa au club municipal d'Adjamé. À l'occasion, 24 artistes conteurs venus de différents pays ont dit des contes pour instruire et distraire le public à travers des récits. La nuit du conte a démarré à 20h et s'est achevée au petit matin. Le point avec Issa Yeo et Adama Kone. Le conte à l'honneur au club municipal d'Adjamé. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du mardi n'a entamé ni l'ardeur du public, ni la détermination des artistes à vivre d'intenses moments de l'art oratoire. Venue du Togo, la compagnie Zitikomania émerveille par la maîtrise des instruments et le jeu de son conteur. Ria Carbonèse, la belgo-congolaise, a servi un brassage culturel dans son conte. Pour la circonstance et actualité oblige, elle dédie son conte aux femmes, célébrant ainsi la journée internationale de la femme. Faute de ma femme, est-ce que tu veux que je te fasse chanter? Elle attend. Elle n'entend rien. Le Camerounais Issouma de la compagnie Veoyang fait sensation avec son instrument traditionnel. Plusieurs conteurs de la Côte d'Ivoire et d'autres pays invités ont su instruire et distraire le public à travers des contes où le merveilleux, les chants et le fantastique font bon ménage.
J'étais très sceptique au départ. J'étais venue pour 1 heure de temps, mais voilà, je suis emballée. La nuit du conte démarrée à 20h a pris fin au petit matin. Il est 20h30 et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.